Un milliardaire cherche un héritier et fait une proposition à une agricultrice au caractère bien trempé. Lui avait besoin d'un héritier, elle d'un miracle. Mais aucun des deux n'aurait imaginé qu'un contrat sans amour deviendrait la plus grande histoire d'amour de leur vie. Elle n'était qu'une simple fermière, lui, l'homme le plus puissant du pays. Et pourtant, il a suffi d'un regard franc, d'une réponse audacieuse. Et ce qui n'était qu'un accord est devenu désir, tendresse, conflit. Et au bout du chemin, amour. Un amour qui ne s'achète pas, un amour qu'on s'aime et qui éclot. Pardon d'interrompre ton histoire, mais si tu aimes ce type de contenu, n'oublie pas de t'abonner. Soutiens cette chaîne pour qu'elle continue de grandir et que Dieu te le rende au centuple. Merci et bon visionnage. Le soleil tombait impitoyablement sur les vergers d'avocats à la sortie de Jalaï en Wallonie. Valentine Raymond observait avec angoisse les plantes se faner sous la chaleur accablante. 3 mois s'étaient écoulés depuis les funérailles de son père, Monsieur Roland, et le domaine de la source s'effritait entre ses doigts, tout comme la terre desséchée sous ses pieds. « Papa, qu'est-ce que je fais maintenant ?» murmura-t-elle en s'essuyant le front du revers de la main. La banque menaçait de saisir l'exploitation d'ici 2 semaines. Les ouvriers, bien que loyaux, attendèrent leur salaire, et le système d'irrigation nécessitait des réparations urgentes qu'elle ne pouvait pas financer. La dette s'élevait à près de 200 000 €. Une somme impensable pour une jeune femme de 26 ans dont le seul bien était cette terre qu'elle aimait plus que tout. Ce soir-là, alors qu'elle consultait les registres comptables dans ce qui fut autrefois le bureau de son père, sa mère, Madame Constance, entra avec une expression indéchiffrable. « Ma chérie, il y a un homme qui veut te parler. Il dit venir de Bruxelles pour une affaire importante. » Valentine fronça les sourcils. « Encore quelqu'un de la banque? Je leur ai déjà dit que j'avais besoin de plus de temps. »« Non, ma fille. Cet homme est arrivé dans une voiture qui vaut plus que toute notre propriété. Avec chauffeur, s'il te plaît. » Intriguée, Valentine retira son chapeau de paille et se dirigea vers le grand salon de la maison où l'attendait le visiteur. En entrant, elle se retrouva face à un homme grand d'une 30aine d'années, impeccablement vêtu d'un costume gris qui détonnait totalement dans ce décor rural. Sa posture droite et son regard froid l'examinèrent de haut en bas, comme on évalue un produit sur un étal. « Mademoiselle Raymond, je suppose, » dit-il d'une voix grave et maîtrisée. « Je suis Octave Zaretti. » Le nom résonna dans l'esprit de Valentine. Les Zaretti possédaient la moitié de la Belgique, selon les rumeurs. Société de haute technologie, hôtels 5 étoiles, centres commerciaux. Que faisait l'un d'eux dans sa modeste ferme? « En quoi puis-je vous être utile, monsieur Zaretti ?» demanda-t-elle, consciente de ses bottes boueuses et de sa tenue de travail simple. « Je serai bref. J'ai besoin de quelque chose que vous pouvez m'offrir, et j'ai cru comprendre que vous avez besoin de ce que je peux vous proposer. » Valentine croisa les bras. « La ferme n'est pas à vendre, si c'est ce que vous cherchez. » Un léger sourire apparut sur le visage d'Octave. « Je ne suis pas ici pour votre terre, mademoiselle. Je suis venu pour quelque chose de plus personnel. » Durant l'heure suivante, Octave Zaretti exposa sa proposition avec la froideur d'une transaction d'affaires. Son grand-père, fondateur de l'Empire Zaretti, avait inclus une clause dans son testament. Pour hériter de la totalité du groupe, Octave devait avoir un héritier avant ses 36 ans. Son anniversaire approchait dans 7 mois. « J'ai besoin d'une femme en bonne santé et intelligente, avec de bons gènes pour porter mon héritier. » expliqua-t-il pendant qu'un de ses assistants, silencieux jusque-là, ouvrait une mallette. « Je propose 500 000 € pour ce service. Largement de quoi sauver votre domaine et le moderniser. » Valentine sentit son souffle se couper. La proposition était aussi absurde qu'humiliante. « Vous me proposez de l'argent pour que je vous fasse un enfant? Comme si j'étais une... Je vous propose un contrat commercial, mademoiselle Raymond. Rien de plus, rien de moins. Vous conservez votre propriété. J'obtiens mon héritier. Pas de complications sentimentales. » L'assistant sortit un contrat de la mallette et le posa sur la vieille table en bois qui séparait Valentine du milliardaire. Le contraste était frappant. Elle avec de la terre sous les ongles, lui avec des boutons de manchette en or. « Réfléchissez-y, » ajouta Octave en percevant son indignation. « Cette ferme est dans votre famille depuis des générations. Cela vaut-il la peine de la perdre par fierté ?» Cette nuit-là, Valentine ne trouva pas le sommeil. Depuis sa fenêtre, elle contemplait les champs que son arrière-grand-père avait cultivés de ses propres mains, les mêmes terres où elle avait appris à marcher et où son père avait été enterré. L'argent sauverait la source, mais à quel prix? À l'aube, alors que le coq annonçait un nouveau jour, elle avait pris sa décision. Quand Octave Zaretti revint,
Il la trouva sur le perron, droite, fière, sans jamais plier. « J'accepte votre proposition, monsieur Zaretti, mais à mes conditions. » Octave haussa un sourcil visiblement surpris. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui impose des conditions. « Je vous écoute. D'abord, je garderai la garde partagée de l'enfant. Ensuite, je conserverai mon nom de famille et mon indépendance. Troisièmement, je continuerai à travailler sur ma ferme. Et quatrièmement, elle marqua une pause, le regard planté dans le sien. Jamais, en aucune circonstance, vous ne me traiterez comme une propriété. » Un silence tendu s'installa entre eux. Octave observa cette femme avec un intérêt nouveau. Elle n'était pas ce qu'il attendait. « Ajoutez vos conditions au contrat, » concéda-t-il enfin. « Mais ajoutez aussi les miennes. Vous vivrez sur le domaine avec tout le confort que je déterminerai. Vous suivrez un régime médical et alimentaire validé par moi. Et une fois l'enfant né, c'est moi qui déciderai de son éducation. » 3 jours plus tard, en présence d'avocats venus de Bruxelles, Valentine et Octave signèrent le contrat qui scellerait leur destin. Leurs mains ne se touchèrent jamais en échangeant les documents, mais leur vie était désormais irrémédiablement liée par l'encre et le papier. Alors qu'elle regardait la luxueuse voiture d'Octave Zaretti s'éloigner sur le chemin de terre, Valentine se demanda si elle venait de sauver son domaine ou de vendre son âme. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Octave Zaretti, l'homme de glace, observait à travers le rétroviseur la silhouette de l'agricultrice devenir de plus en plus petite. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose s'agitait en lui, quelque chose d'inattendu, qui ne figurait dans aucune clause du contrat. Une semaine après la signature, le rugissement de 4x4 de luxe brisa le calme de la source. Octave Zaretti arrivait avec une petite armée. Un médecin personnel, un chef cuisinier, 2 assistants et 3 gardes du corps. À la surprise générale, il ne venait pas seulement en visite. Il comptait s'installer. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Valentine en voyant décharger une montagne de valises devant la maison d'amis, une bâtisse modeste abandonnée depuis des années. « Supervision du processus », répondit Octave d'un ton sec en consultant son téléphone. « Le contrat ne précise pas que cela doit se faire à distance. La maison d'amis, située à une centaine de mètres de la principale, fut transformée en un clin d'œil. En quelques jours, on y installa la climatisation, l'Internet par satellite, du mobilier de designer et des équipements dernier cri. Une serre à mi-chemin entre les 2 habitations devint le bureau improvisé d'Octave qui justifia « Le verre me permet d'observer à la fois la maison principale et les champs. » Pour Valentine, cette invasion était insupportable. Sa routine dans les vergers d'avocatiers commençait à l'aube, mais elle sentait désormais en permanence le regard analytique d'Octave suivre chacun de ses gestes depuis la serre. Les premiers jours, ils échangèrent à peine un mot. Il dirigeait son empire à distance, depuis un bureau en verre entouré de plantes. Elle s'occupait de ses terres, coordonnait les ouvriers, supervisait l'installation du nouveau système d'irrigation, financé grâce à l'argent d'Octave. Les repas étaient chargés de tension. Le chef préparait des plats nutritifs, conçus pour optimiser la fertilité, selon les mots du médecin qui examinait Valentine quotidiennement. Ils mangeaient en silence, séparés par la grande table de la salle à manger, tandis que Madame Constance, dans la cuisine, les observait avec une désapprobation mal dissimulée. « Ma fille, » lui dit un soir sa mère, « cet homme te regarde comme on regarde une jument de reproduction. Tu es sûre de ce que tu fais ?» Valentine serra les poings. « Je sauverai la source, maman. Le reste n'a pas d'importance. » Un après-midi, alors qu'elle supervisait l'arrivée de sacs d'engrais biologiques, elle vit Octave quitter sa serre et s'approcher. Toujours impeccable, il avait néanmoins ôté sa veste et retroussé ses manches. C'était la première fois qu'elle le voyait sans sa carapace de PDG. « Le camion a livré moins de sacs que ce que nous avons payé », remarqua-t-il en consultant la facture dans les mains de Valentine. « Ils font toujours ça », répondit-elle avec ironie. « Ils pensent qu'une femme ne sait pas compter. » Octave fronça les sourcils. « C'est inadmissible. Je vais appeler le fournisseur et... » « Non, » l'interrompit Valentine. « Ce n'est pas comme ça qu'on règle les choses ici. Laisse-moi faire à ma manière. » À sa surprise, Octave se tut et la regarda gérer la situation. Avec fermeté mais sans agressivité, Valentine fit admettre son erreur au transporteur, qui promit de revenir le lendemain avec le reste de la commande, sans frais supplémentaires. « Impressionnant », murmura Octave alors que le camion s'éloignait. Valentine haussa les épaules. « Je connais sa famille depuis des années. La confiance, ça se construit, ça ne s'impose pas. Il fallait rentrer les sacs restants avant la tombée de la nuit. Ils étaient lourds et les ouvriers étaient déjà partis. Valentine commença à les porter elle-même.
Permettez-moi, dit Octave en retirant sa montre en or qu'il posa sur une table. Valentine le fixa, incrédule. « Vous, portez des sacs ?» Sans répondre, Octave en prit un et le hissa sur son épaule. Son visage trahit le poids plus important qu'il ne l'imaginait, mais il ne se plaignit pas. Ensemble, ils transportèrent les sacs jusqu'à l'entrepôt. Au 5e trajet, alors qu'ils soulevaient un sac ensemble, leurs mains se frôlèrent. Un contact accidentel, peau contre peau. Ce ne fut qu'un instant, mais suffisant pour qu'ils s'arrêtent, surpris par la décharge électrique qui les parcourut. Leurs regards se croisèrent. Le temps sembla suspendu. Une goutte de sueur glissa sur la tempe d'Octave. Valentine remarqua pour la première fois que ses yeux n'étaient pas noirs comme elle le pensait, mais d'un brun profond, avec des reflets dorés. Aucun mot ne fut prononcé. Ce n'était pas nécessaire. Le silence entre eux, autrefois pesant, vibrait maintenant d'une tension nouvelle. Le moment fut interrompu par les premières gouttes de pluie. L'odeur de terre mouillée envahit l'air pendant qu'ils couraient à l'abri avec les derniers sacs. Au loin, le chant d'un merle annonçait l'orage. Cette nuit-là, Valentine ne parvint pas à dormir. Depuis sa fenêtre, elle apercevait encore les lumières allumées dans la maison d'amis. Était-il réveillé, lui aussi? Pensait-il à ce contact fugace qui avait bouleversé quelque chose entre eux? Dans son bureau vitré, Octave observait la pluie battre contre le toit de la serre. Sur son bureau, entre contrats de plusieurs millions et rapports financiers, reposait une petite plante d'avocat que Valentine avait rejetée, la jugeant trop faible. « Celle-ci survivra », avait-il murmuré pour lui-même en la ramassant du tas de rejets. 3 jours plus tard, en présence d'avocats venus de Bruxelles, Valentine et Octave signèrent le contrat qui scellerait leur destin. Leurs mains ne se touchèrent jamais en échangeant les documents, mais leur vie était désormais irrémédiablement liée par l'encre et le papier. Il regarda ses mains. Les mêmes mains qui signaient des chèques et écrasaient la concurrence étaient désormais pleines de terre sous les ongles. Et sur sa peau persistait encore la sensation du contact avec les mains rugueuses et travailleuses de Valentine. Quelque chose changeait entre eux. Quelque chose qu'aucune clause du contrat n'avait prévu et qu'aucun juriste ne saurait formuler en termes légaux. La tempête s'était intensifiée au cours de la nuit, et tandis que l'eau nettoyait la terre, elle commençait aussi à éroder lentement les murs de glace et de méfiance qui séparaient 2 mondes destinés à se rencontrer. Le mois de juin amena avec lui les préparatifs de la fête patronale de Saint-Jean-Baptiste à Jalaï. Le domaine de la source bourdonnait d'une activité nouvelle. Les ouvriers affichaient des sourires plus francs. Les femmes préparaient des galettes au maïs et des confitures artisanales pour la célébration, et dans le village voisin, les étals de nourriture et d'artisanat local commençaient à se monter. Octave observait tout cela avec perplexité depuis sa serre. En 30 jours passés sur le domaine, il avait adapté sa routine au rythme lent de la campagne, mais il restait un étranger sur ces terres. Ses visioconférences avec les directeurs à Bruxelles contrastaient avec le son des cloches annonçant le début des festivités. Un après-midi, alors que Valentine vérifiait des comptes sur la véranda, elle remarqua le regard curieux d'Octave porté sur les fanions en papier coloré que les ouvriers accrochaient entre les arbres. « C'est pour la fête de la Saint-Jean », expliqua-t-elle sans qu'il ait posé la question. « Les célébrations commencent demain dans le village. » Octave acquiesça distraitement. « Intéressante tradition folklorique. » Valentine fronça les sourcils à cause de son ton condescendant. « Ce n'est pas du folklore, monsieur Zaretti, c'est notre identité. » Le silence gênant qui suivit fut interrompu par l'arrivée de Madame Constance, qui apportait une carafe de jus de bissap bien frais. « Ma fille, tu as déjà invité monsieur à la fête ?» demanda-t-elle en lançant un regard chargé de sous-entendus à sa fille. Valentine se tendit. Elle n'avait pas envisagé de l'inviter. Les fêtes patronales représentaient un moment sacré pour elle, une parenthèse où elle laissait ses soucis de côté pour se reconnecter avec sa communauté. La présence d'Octave, avec son éternel costume et son regard critique, risquait de gâcher ce refuge. « Monsieur Zaretti a sûrement des choses plus importantes à faire », répondit-elle évasivement. Octave, qui avait étonnamment tout écouté avec attention, intervint. « Au contraire, je suis curieux de mieux connaître la culture locale. » Les yeux de Madame Constance brillèrent d'approbation, tandis que Valentine réprimait difficilement son irritation. « Comme vous voudrez, » céda-t-elle. « On partira demain à 7 heures. » Le soir suivant, Valentine attendait près de la camionnette, vêtue d'un corsage traditionnel brodé à la main, orné de fleurs colorées qui soulignaient sa beauté naturelle. Ses cheveux, habituellement attachés pour le travail, retombaient librement sur ses épaules. Quand Octave arriva, elle dut retenir un sourire.
L'homme d'affaires était totalement hors contexte, en pantalon de ville et chemise, sans cravate, mais encore trop formel pour l'occasion. « On dirait un ministre en campagne », lança-t-elle. Il la regarda de haut en bas, visiblement troublé par sa transformation. « Et toi, tu ne ressembles pas à une agricultrice ?» Le trajet jusqu'au village se déroula dans le silence. À leur arrivée, les rues pavées vibraient de musique, de couleurs et de l'odeur sucrée des beignets, du porc rôti et du maïs grillé. Des familles entières déambulaient entre les étals, des enfants couraient avec des jouets traditionnels, et les couples dansaient sur des airs de fanfare dans la place centrale. Valentine saluait tout le monde comme si elle faisait partie de chaque famille. Bises, accolades, nouvelles des grands-parents, des oncles, des tantes. Octave marchait à ses côtés, mal à l'aise avec tant de familiarité, mais observant tout avec une curiosité quasi anthropologique. « First, ma belle Valentine !» lança un jeune homme en s'approchant, les bras ouverts. « Enfin, tu nous fais l'honneur de ta visite. »« Émile !» répondit-elle en se jetant dans ses bras. Octave se raidit immédiatement. Le dénommé Émile était séduisant, la peau bronzée par le soleil, un sourire trop sûr de lui. Le pire, c'était la manière familière dont il passait son bras autour de la taille de Valentine. « Et ce monsieur blond, c'est qui ?» demanda Émile, scrutant Octave avec méfiance. « Un associé venu de la capitale », répondit Valentine vaguement. « Il séjourne à la ferme pour affaires. » L'explication sembla suffire au jeune homme, qui entraîna aussitôt Valentine vers la piste de danse improvisée. Octave les observa à distance, le cœur serré, tandis qu'elle riait et tournoyait dans les bras d'Émile. Son corps bougeait avec une grâce instinctive, son visage illuminé par les guirlandes de lumière, et pour la première fois, Octave la vit autrement que comme la mère potentielle de son héritier. Quand la musique ralentit pour laisser place à une valse lente, il s'éloigna. Il ne supportait plus de voir Émile murmurer à l'oreille de Valentine, la faisant rire. Il se dirigea vers un stand de spiritueux et demanda un verre double de genièvre artisanal. « Doucement, monsieur », prévint le vendeur avec un sourire. « Ce truc-là est traître, comme les amours à distance. » Des heures plus tard, Valentine le retrouva assis sur un banc, à l'écart, le regard vide et un verre vide à la main. « Il est temps de rentrer », annonça-t-elle. Le trajet du retour fut tendu. Octave conduisait en silence, les mains crispées sur le volant comme s'il allait le briser. Valentine regardait par la fenêtre, avec encore la musique en tête. « Tu leur fais autant confiance ?» lança-t-il soudain, brisant le silence. « Pardon ? Ces gens du village. Tu leur racontes tout. Tu les embrasses comme s'ils étaient ta famille. » Valentine le fixa. « J'ai confiance en ceux qui ont des racines, monsieur Zaretti. Des gens qui sont là dans les bons moments comme dans les pires, pas seulement quand ça les arrange. » La remarque frappa Octave comme une gifle. « Et ce fameux Émile, ses racines avec toi sont profondes ? C'est mon ami d'enfance. » Il regarda ses mains. Les mêmes mains qui signaient des chèques et écrasèrent la concurrence étaient désormais pleines de terre sous les ongles. Et sur sa peau persistait encore la sensation du contact avec les mains rugueuses et travailleuses de Valentine. Sa famille travaille avec la mienne depuis des générations. On aurait dit qu'il voulait plus que de l'amitié, insista Octave d'une voix tendue. Valentine laissa échapper un rire sec. « Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Notre contrat ne prévoit pas d'exclusivité sentimentale. Ou si ?» Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme, Octave arrêta la voiture mais ne coupa pas le moteur. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre, éclairés seulement par les lumières du tableau de bord. Ce n'était pas de la haine qui vibrait entre eux, ni même du ressentiment. C'était quelque chose de plus dangereux, de plus primitif. « Ça ne m'intéresse pas », finit-il par dire, la voix tendue. « Je protège simplement mon investissement. » Valentine soutint son regard une seconde de trop, puis descendit de la voiture. « Bonne nuit, monsieur Zaretti. » Cette nuit-là, alors que les derniers feux d'artifice de la fête patronale éclataient au loin, deux personnes contemplaient le même ciel étoilé depuis des fenêtres différentes, se demandant quelle sorte de graines venaient d'être semées entre eux, et redoutant en secret ce qui pourrait en éclore. Juillet arriva avec la saison des pluies. Dans les semaines qui suivirent la fête de la Saint-Jean, Valentine et Octave gardèrent une distance soigneusement calculée. Ils ne se parlaient que par nécessité, comme si tous deux redoutaient de réveiller ce qui s'était passé cette nuit-là dans la voiture. Le domaine de la source prospérait. L'argent d'Octave avait permis de réparer l'irrigation, d'embaucher de nouveaux ouvriers, d'étendre la culture d'avocats. Mais un matin, Valentine surprit Octave en pleine conversation avec un ingénieur agronome qu'elle n'avait jamais vu. « Que signifie tout ça ?» demanda-t-elle en interrompant l'échange. Octave la regarda avec cette expression impénétrable qui l'exaspérait.
Maître Fontaine propose de convertir le secteur ouest en culture intensive de fruits rouges pour l'exportation. Cela rapporterait 3 fois plus que tes avocats. L'ingénieur, un homme de Bruxelles en costume avec porte-documents, afficha un sourire suffisant. Les marchés internationaux offrent des primes pour les petits fruits biologiques, mademoiselle Raymond. On pourrait multiplier vos revenus par 4 en 2 saisons. Valentine serra les poings. Mes avocats sont l'héritage de mon père. Ces arbres ont 40 ans. Et c'est précisément pourquoi leur rendement est faible, répliqua Octave. Il est temps d'entrer dans la modernité. Ces mots déclenchèrent une colère longtemps contenue. Les yeux brillants d'indignation, Valentine s'interposa, ignorant l'ingénieur. Me moderniser? Comme vous, monsieur Zaretti? Devenir une machine à fric sans âme ni respect pour la terre? L'ingénieur se racla la gorge, mal à l'aise. Mais Octave ne recula pas. La source pourrait devenir une exploitation modèle, pas juste une vieille ferme familiale avec des méthodes dépassées. « Cet endroit est ma vie », s'écria-t-elle. « Tout ne se mesure pas en profit et perte. Ton entêtement la fera couler de nouveau », répondit-il froidement. « À quoi sert la sentimentalité si tu refais faillite dans 5 ans ?» La dispute monta en intensité. L'ingénieur, visiblement embarrassé, murmura une excuse avant de s'éclipser, les laissant seuls au milieu du champ. La tension entre leurs regards aurait pu enflammer les arbres alentours. « Tu n'as pas le droit de tout changer sans m'en parler », dit Valentine d'une voix tremblante. « Mon argent m'en donne le droit », répondit-il, regrettant ces mots dès qu'ils franchiraient ses lèvres. Le visage de Valentine se figea, blessé, comme si elle venait de recevoir une gifle. « Évidemment, je ne suis qu'un ventre que vous avez acheté, c'est ça? La terre et moi, simple marchandise dans votre business plan. » Avant qu'Octave ne puisse répondre, un grondement secoua le ciel. De lourds nuages noirs s'étaient amassés pendant leur dispute, et les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. « Les jeunes pousses !» cria soudain Valentine, se tournant vers la serre où des centaines de petits avocaciers venaient tout juste de germer. Sans attendre, elle se mit à courir. Octave hésita un instant, puis la suivit en pestant entre ses dents. En quelques secondes, la pluie se transforma en un déluge violent qui les trempa jusqu'aux os. Ils atteignirent ensemble la serre, où les pousses subissaient déjà l'assaut de la tempête. Sans dire un mot, ils commencèrent à transporter les bacs à l'abri. Ils travaillaient en silence, synchronisés par l'urgence, pendant que l'eau ruisselait sur leurs visages et leurs vêtements. Valentine se déplaçait avec agilité, protégeant chaque plan comme s'il s'agissait d'un trésor. Octave la suivait, portant les bacs avec des bras qui n'avaient plus rien d'un homme d'affaires, mais tout d'un homme prêt à se salir pour ce qui compte. Alors qu'il ne restait que quelques bacs, Valentine se précipita sur le sol devenu glissant. Ses bottes perdirent leur adhérence dans la boue, et sous les yeux effarés d'Octave, elle commença à basculer vers un tas d'outils en métal menaçant. Ce fut un réflexe. Octave se jeta vers elle, la saisit par la taille et fit pivoter leur corps pour amortir la chute. Ils tombèrent dans la boue, elle sur lui, épargnée du choc, mais désormais prisonnière dans ses bras. Le temps s'arrêta. Leurs visages étaient à quelques centimètres. Leur souffle rapide se mélangeait dans l'air humide. La pluie tombait toujours, mais ils ne la sentaient plus. Le monde s'était réduit à cet espace minuscule entre leurs lèvres, à cette tension électrique qui vibrait entre leurs corps trempés. « Valentine », murmura-t-il d'une voix qu'il n'avait jamais utilisée, débarrassée d'arrogance et de calcul. Elle ne répondit pas. Ses yeux, sombres et profonds comme la terre détrempée, reflétaient un combat intérieur. Colère, désir, peur, attraction. Un ouragan plus violent encore que celui qui grondait autour d'eux. Personne n'aurait pu dire qui fit le premier pas. Peut-être les deux, cédant en même temps à une force plus forte que leur volonté. Sa famille travaille avec la mienne depuis des générations. Leurs lèvres se trouvèrent avec la violence contenue de mois de tension, avec l'urgence de ceux qui savent qu'ils commettent une erreur nécessaire. Ce ne fut ni un baiser doux, ni romantique. C'était de la faim, de la reconnaissance, une lutte. Les mains d'Octave s'enfoncèrent dans les cheveux trempés de Valentine, tandis qu'elle s'agrippait à ses épaules, comme si elle craignait de se noyer. La pluie nettoyait la boue de leur visage, mais elle ne pouvait rien contre la confusion qui grandissait dans leur cœur. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils haletaient, comme s'ils avaient couru des kilomètres. Ils se regardèrent en silence, sonnés par ce qui venait de se produire. Ce fut Valentine qui réagit la première, se redressant brusquement et s'éloignant d'un pas. « Cela ne change rien », dit-elle fermement, bien que sa voix tremblât. Octave se releva lentement, couvert de boue de la tête aux pieds, son costume autrefois impeccable ruiné.
Tout change, Valentine. Tu le sais. Elle ne répondit pas. Elle tourna les talons et marcha vers la maison principale, sous une pluie qui commençait à se calmer. Octave resta figé, la regardant s'éloigner, sentant en lui quelque chose se transformer irrémédiablement. Cette nuit-là, chacun dans sa chambre, ils contemplèrent leurs reflets dans des miroirs différents. Elle touchant ses lèvres avec des doigts tremblants, lui observant ses mains tachées de terre. Tous deux comprirent que ce qui avait commencé comme un froid accord commercial prenait racine comme une graine têtue, perçant le béton de leur certitude. Le contrat, avec ses clauses et ses termes, semblait soudain insuffisant pour contenir ce qui poussait entre eux, sauvage, inattendu et terrifiant comme la vie elle-même. Le mois d'août, chaud et lourd, apporta deux nouvelles qui allèrent bouleverser l'équilibre de la source. La première, confirmée par le médecin personnel d'Octave, après plusieurs semaines de nausées matinales, Valentine était enceinte. La seconde arriva sous forme d'un appel urgent venu de Bruxelles. « Je dois retourner à la capitale », annonça Octave pendant le petit déjeuner. « Il y a des problèmes à l'entreprise. » Depuis le baiser sous la pluie, une étrange complicité s'était installée entre eux. Ils ne parlaient pas de sentiments, mais leurs regards se croisaient sans cesse, et leurs mains trouvaient des prétextes pour se frôler. La nouvelle de la grossesse avait apporté une paix inattendue, comme si l'objectif initial du contrat était désormais secondaire face à ce qui grandissait entre eux, aussi réel que la vie qui prenait forme dans le ventre de Valentine. « Quand reviendras-tu » demanda-t-elle, tentant de garder un ton détaché. « Dans quelques jours. Ne t'en fais pas. » Mais l'inquiétude s'installa en elle lorsqu'elle vit l'expression sombre d'Octave alors qu'il parlait au téléphone, seul sur la terrasse. Quelque chose de grave se passait. À Bruxelles, le gratte-ciel du groupe Zaretti se dressait dans le quartier financier. Octave entra dans son bureau du dernier étage, resté exactement comme il l'avait laissé 3 mois plus tôt. Sauf qu'à présent, dans son fauteuil exécutif, jambes croisées et sourire de félin, se trouvait Priscille Velard. « Octave, mon chéri, tu reviens enfin de ta retraite spirituelle », lança-t-elle avec une douceur factice. Priscille, héritière de Velard Investissement et ex-compagne d'Octave, rayonnait comme toujours d'une élégance parfaitement calculée. Cheveux noirs impeccables, tailleur de luxe et ongles rouges comme des griffes. « Que fais-tu ici, Priscille ? On a rompu il y a 1 an. » Elle se leva avec des gestes chorégraphiés. « Tu n'es pas content de me voir ? On a failli se marier après tout. Jusqu'à ce que je découvre que tu transmettais des informations confidentielles à ton père. » Priscille haussa les épaules avec mépris. « De l'eau a coulé sous les ponts. Je viens en paix. » Son sourire se mua en quelque chose de dangereux. « Et pour te parler d'un contrat très particulier. » Le visage d'Octave se durcit. « De quoi tu parles ? Ton petit accord avec cette fermière de Wallonie. » Elle sortit une chemise de son sac de créateur. Une copie du contrat a mystérieusement atterri entre mes mains. « Acheter un héritier ? Très original, Octave. »« Comment as-tu obtenu ça ?» demanda-t-il dans un souffle de colère. « J'ai des amis partout, tu le sais. » Priscille se promenait dans le bureau, savourant l'instant. Imagine le scandale. L'héritier de l'empire Zaretti achète une femme pour procréer. Les actions chuteraient, les investisseurs s'enfuiraient, et ton grand-père, elle fit une pause dramatique, pourrait annuler son testament pour conduite immorale. Octave resta maître de lui, mais à l'intérieur, tout s'écroulait. Que veux-tu, Priscille ? Toujours aussi direct. Elle sourit. Je veux 40% des parts de Zaretti Technologies et un siège au conseil. En échange, ce contrat sordide reste entre nous. C'est du chantage. C'est une négociation, chérie. Tu as jusqu'à demain pour te décider. Quand elle quitta la pièce, Octave s'effondra dans son fauteuil. La menace était réelle. Si le contrat était révélé, il ne perdrait pas seulement son entreprise. Valentine et l'enfant seraient exposés à l'humiliation publique. Il ne pouvait pas l'accepter. Après une nuit blanche, sa décision était prise. Il retournerait à la source, romprait le contrat et s'éloignerait de Valentine. C'était la seule façon de les protéger, elle et le bébé, des griffes de Priscille. Le retour au domaine fut le plus long voyage de sa vie. Chaque kilomètre le rapprochait de ce moment redouté. Valentine l'attendait sur le perron, un sourire sur les lèvres, qui s'éteignit aussitôt en voyant son visage. « Que s'est-il passé ?»« Il faut qu'on parle », répondit-il d'une voix maîtrisée. Dans le bureau qui avait appartenu à M. Roland, Octave sortit le contrat original. Pendant qu'il le dépliait, il répétait mentalement les mots qui allaient de briser la confiance durement bâtie entre eux. Le contrat était une erreur, commença-t-il, évitant soigneusement son regard. Mon avocat a relevé des irrégularités qui le rendent invalide. Valentine le fixait, déconcertée.
Qu'est-ce que tu racontes? Je suis déjà enceinte. Le contrat a rempli sa fonction. Justement. Leurs lèvres se trouvèrent avec la violence contenue de mois de tension, avec l'urgence de ceux qui savent qu'ils commettent une erreur nécessaire. Octave raffermit sa voix. La partie financière reste inchangée. Tu recevras tout l'argent convenu. Mais je dois partir. Je ne peux pas continuer cette mascarade. Mascarade? Le visage de Valentine se vida de toutes couleurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Ceci. Octave fit un geste englobant la pièce, le domaine, eux deux. C'était une erreur de croire que cela pouvait fonctionner. Je suis un homme d'affaires, pas un agriculteur. Et toi, tu étais utile à mes plans, rien de plus. Chaque mot qu'il prononçait était une lame qu'il s'enfonçait lui-même. Mais il devait être convaincant. Il devait l'éloigner pour la protéger. Utile? Valentine recula comme s'il venait de la gifler. Tout était faux? Le baiser, tes regards, ton inquiétude pour le bébé? Du business, répondit-il, la gorge serrée. Ça a toujours été un accord commercial. Le reste, une erreur, une faiblesse qui ne se reproduira pas. Ce qu'Octave ignorait, c'est que Priscille Velarde, insatisfaite de sa seule menace, était venue jusqu'à la source pour exercer une pression supplémentaire. Cachée derrière la porte entr'ouverte, elle écoutait la conversation avec un sourire victorieux. Valentine resta figée un long moment. Puis avec une dignité qu'Octave n'oublierait jamais, elle s'approcha du bureau, prit le contrat et le déchira en morceaux. « Tu as raison, dit-elle d'une voix calme, bien que ses yeux brillaient de larmes contenues. C'était une erreur de croire qu'un homme comme toi pouvait voir plus loin que l'argent et le pouvoir. » Elle marcha vers la porte. Là, elle s'arrêta un instant. « Tu auras des nouvelles de ton enfant à sa naissance. Mais toi et moi, Octave Zaretti, nous ne nous reverrons jamais. » En ouvrant la porte, Valentine se retrouva face à face avec Priscille, qui n'eut pas le temps de se cacher. Leurs regards se croisèrent dans un éclair de reconnaissance. D'un côté, la femme raffinée de la ville, de l'autre, la fermière du terroir. Sans dire un mot, Valentine la dépassa et sortit, la tête haute. Cette nuit-là, alors qu'Octave retournait à Bruxelles, abattu par sa propre stratégie, Valentine faisait ses valises en silence. Sa mère l'observait depuis l'embrasure de la porte. « Tu es sûre, ma fille ?»« Complètement, répondit Valentine. On va recommencer ailleurs, loin d'ici, loin de lui. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'à chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage d'Octave, lui disant qu'elle avait été une erreur. Et même si sa tête lui criait de le haïr, son cœur traître battait encore à son souvenir. Le penthouse de verre et d'acier du 34e étage de la tour Zaretti aurait dû être un refuge pour Octave. C'était devenu une prison transparente, d'où il pouvait contempler Bruxelles sans vraiment la voir. 3 mois avaient passé depuis qu'il avait quitté la source, 3 mois durant lesquels il avait retrouvé sa vie d'avant, mais perdu bien plus que ce qu'il croyait posséder. Ces matins suivaient un rituel vide. Café amer, lecture d'emails sans importance, réunion sans fin où son corps était là, mais son esprit dérivait entre les vergers d'avocacier et le souvenir d'un regard rempli de mépris, le dernier qu'il avait reçu d'elle. « Vous êtes d'accord, monsieur Zaretti ?» demanda l'un de ses cadres, le tirant de ses pensées. Octave cligna des yeux, revenant brutalement à la salle de réunion où 10 personnes attendaient sa réponse. Il n'avait aucune idée de ce qui venait d'être discuté. « Préparez un rapport détaillé, je le lirai », répondit-il d'un ton mécanique, celui qu'il avait perfectionné depuis des années. Priscille, assise en face de lui, sourit avec malice. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, un siège au conseil d'administration et assez d'action pour peser dans les décisions. Le chantage avait parfaitement fonctionné. « Tu as une mine affreuse », lança-t-elle une fois la salle vide en s'approchant, entourée de ce parfum entêtant qu'Octave détestait désormais. « Tu devrais prendre des vacances. Peut-être retourner en Wallonie ?» Le regard qu'il lui lança fut si glacial qu'elle recula d'instinct. « Ne joue pas avec le feu, Priscille. Tu as eu ce que tu voulais. » La nuit, le silence de l'appartement devenait insupportable. Octave passait des heures sur la terrasse, à fixer les lumières de la ville en buvant du whisky à même la bouteille. Parfois, quand l'alcool étouffait suffisamment son orgueil, il déverrouillait son téléphone et regardait les rares photos qu'il avait de Valentine. Elle, travaillant la terre, souriant au soleil, caressant doucement son ventre naissant, croyant que personne ne la regardait. Dans un coin reculé de son bureau, une petite boîte de verre abritait son secret le plus douloureux, les jeunes plans d'avocat qu'il avait ramenés de la source. Il en prenait soin religieusement, suivant à la lettre les gestes qu'il avait appris en l'observant. C'était son dernier lien avec cette vie qui, un instant fugace, avait semblé possible. « Qu'est-ce que tu fabriques, bon sang, Octave ?» se murmurait-il en arrosant les jeunes pousses.
Les mêmes mains qui signaient des contrats à plusieurs millions tremblaient désormais à l'idée de froisser une feuille. L'empire Zaretti continuait de tourner. Les actions grimpaient, les affaires prospéraient, et son grand-père, depuis sa retraite en Suisse, se montrait satisfait des rapports. Personne ne voyait que l'homme aux commandes n'était plus qu'une ombre, un automate qui assurait la continuité, mais qui avait perdu son âme quelque part entre la ville et un champ d'avocacier. Un après-midi, son assistante lui rappela son rendez-vous mensuel avec la docteure Nunes, la thérapeute familiale que son grand-père l'avait forcé à consulter après la mort de ses parents. Octave avait maintenu ses séances pendant des années, plus par formalité que par conviction. Le cabinet de la docteure Nunes, oasis de sérénité au cœur du quartier d'affaires, était une pièce aux murs apaisants, fauteuil confortable, et une femme d'une 60aine d'années qui le connaissait mieux que quiconque. Octave raffermit sa voix. « La partie financière reste inchangée, tu recevras tout l'argent convenu. Mais je dois partir. Je ne peux pas continuer cette mascarade. »« Tu as une sale mine, Octave », fut l'accueil de la docteure Nunes en le voyant entrer. Elle n'avait jamais été du genre à tourner autour du pot. Il tenta un sourire. « Toujours aussi professionnel, docteur. Épargne-moi ton sarcasme et raconte-moi ce qui s'est passé. Ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu et on dirait que tu as pris 10 ans. » Pour la première fois depuis des mois, Octave sentit les digues céder. Il lui raconta tout. Le contrat avec Valentine, les mois passés à la ferme, le baiser sous la pluie, la grossesse, puis la menace de Priscille, qui l'avait forcé à partir. La docteure Nunes l'écouta sans l'interrompre, ses yeux pleins de sagesse, enregistrant chaque mot, chaque geste, chaque silence. Lorsqu'il eut terminé, elle réajusta ses lunettes et le fixa droit dans les yeux. « Tu sais ce qu'il y a de plus ironique, Octave ? Tu voulais un héritier pour satisfaire ton grand-père et garder le contrôle de l'Empire. Mais tu as trouvé quelque chose de bien plus précieux, une famille, et tu as tout jeté à la poubelle. » Ces paroles le frappèrent comme un coup de poing. « Je l'ai protégé. Si Priscille avait divulgué ce contrat, tu l'as protégé ?» La docteure éclata d'un rire sec. « Tu t'es protégé toi-même, comme toujours. Si tu avais vraiment voulu la protéger, tu lui aurais dit la vérité sur Priscille, et vous auriez affronté le problème ensemble. Ce n'est pas aussi simple. C'est exactement aussi simple que ça. » Elle se pencha vers lui. « Tu sais pourquoi ton grand-père a mis cette clause sur l'héritier dans son testament? Ce n'était pas pour préserver le nom des Zaretti. Il voulait que tu fondes une famille, que tu découvres quelque chose de plus important que l'argent et le pouvoir. » Octave resta figé, absorbant le sens de ses mots. « Et tu l'as trouvé, Octave. Par accident, pour de mauvaises raisons. Mais tu l'as trouvé. Cette femme, Valentine, t'a montré un monde où les choses ont une vraie valeur, pas un prix. Et te voilà ici, misérable, à regretter ce que tu as perdu mais trop lâche pour te battre pour le récupérer. » Un silence lourd s'installa, rempli de vérités qu'il ne voulait pas entendre. Finalement, Octave murmura « Et si c'est trop tard ?» La docteure Nunes enleva ses lunettes et les essuya lentement avant de répondre. « C'est probablement le cas. Elle te déteste sûrement. Et elle a bien raison. Mais la vraie question est, préfères-tu vivre avec la certitude d'avoir échoué ou avec le doute de ce qui aurait pu être ?» Ce soir-là, de retour dans son penthouse de verre, Octave contempla les lumières de Bruxelles d'un œil neuf. Les jeunes pousses d'avocats dans leur boîte de verre semblaient lui chuchoter une vérité qu'il refusait de voir. Elles n'étaient pas faites pour cet endroit confiné et artificiel. Elles appartenaient à la terre, à l'air libre, à des mains qui savaient vraiment les cultiver, tout comme lui. La petite maison en périphérie de Spa était devenue le refuge de Valentine et de Madame Constance. Loin de la source, mais encore proche de la rivière qui avait bercé des générations de leur famille, les deux femmes avaient recommencé à zéro. La grossesse de Valentine avançait, sculptant son corps comme le temps sculpte les montagnes, lentement, mais avec une détermination inébranlable. 5 mois déjà, et chaque jour, le souvenir d'Octave semblait s'effacer un peu plus, comme une photographie que le soleil délave. C'est ce qu'elle se répétait chaque matin, face au miroir, caressant son ventre arrondi par la promesse d'une nouvelle vie. « Bonjour, petit bout », murmurait-elle. « Aujourd'hui, on va vendre tes premiers avocats. » Avec l'argent restant du contrat rompu, Valentine avait acheté une petite parcelle. Ce n'était pas la source, mais la terre y était fertile, et quelques avocaciers y poussaient déjà. « Terre nouvelle, vie nouvelle », disait Madame Constance, essayant d'apaiser sa fille, quand la nostalgie lui embuait les yeux. 3 fois par semaine, Valentine tenait un petit stand au marché de Spa. Elle avait appris à transformer les fruits de sa terre en produits prisés par les touristes et les locaux. Avocats séchés,
huile pressée à froid, baumes médicinaux à base de feuilles. Son étal, bien que modeste, gagna rapidement en notoriété grâce à la qualité de ses produits et au calme lumineux de cette jeune femme enceinte qui accueillait chaque client avec respect. « Tu as des mains bénies, ma fille », lui dit une vieille dame wallonne un matin en achetant un pot de pommade à l'avocat pour ses douleurs. « L'enfant que tu portes sera fort comme la terre elle-même. » Valentine sourit, reconnaissante. Ce genre de paroles nourrissait son esprit les soirs où l'absence devenait lourde, comme une pierre sur la poitrine. Un après-midi pluvieux d'octobre, alors qu'elle rangeait son étal, un homme d'une 50aine d'années s'approcha. Elle l'avait déjà vu, observant à distance, prenant des notes dans un carnet usé. « Mademoiselle Raymond », salua-t-il calmement. « Je m'appelle Ernest Vandenberg. Je suis producteur et exportateur de produits biologiques. » L'homme avait un visage buriné par le soleil, mais ses yeux brillaient d'intelligence vive. Il lui tendit une carte de visite qui confirmait son identité. « Bio des Ardennes, produit traditionnel de Wallonie. J'observe votre travail depuis un moment, » poursuivit-il. « Vos méthodes de culture et de transformation sont exceptionnelles. Je voudrais vous proposer un partenariat. » Sous la bâche qui la protégeait de la pluie fine, Valentine écouta le plan d'Ernest. Il voulait acheter toute sa production actuelle et financer l'extension de sa parcelle. Ses produits seraient mis en avant dans des boutiques spécialisées de toute la Belgique, puis sur des marchés internationaux. L'accord incluait un accompagnement technique et un partage équitable des bénéfices. « Ce n'est pas de la charité, mademoiselle Raymond », précisa-t-il en voyant son expression. « C'est une affaire gagnant-gagnant. Votre expertise en matière d'avocat est inestimable, et votre histoire, une jeune mère reconstruisant sa vie, fera forte impression sur les marchés éthiques à l'étranger. » Le mot « mère célibataire » frappa Valentine comme une gifle inattendue. « Tu as une sale mine, Octave », fut l'accueil de la docteure Nunes en le voyant entrer. Elle n'avait jamais été du genre à tourner autour du pot. C'était sa nouvelle identité désormais, même si elle ne l'avait jamais prononcée à voix haute. « J'ai besoin d'y réfléchir », répondit-elle, posant instinctivement la main sur son ventre. Ce soir-là, autour du potage aux champignons que Madame Constance préparait chaque mardi, Valentine parla de la proposition. Sa mère l'écouta en silence, ses yeux sages, évaluant chaque mot. « Ça ressemble à une bonne opportunité, ma fille, » dit-elle enfin. « Mais cet homme a raison sur un point. Il veut vendre ton histoire autant que tes avocats. » Valentine soupira. « Et alors, c'est la vérité, non ? Je suis une femme qui a fait un marché stupide et qui recommence à zéro. La vérité a bien des visages, » répondit doucement la vieille femme. « Tu lui as dit que le père de ton enfance est Octave Zaretti, le milliardaire. Il n'a pas besoin de le savoir. Personne n'a besoin de le savoir. » Madame Constance lui prit la main. « Le passé ne s'efface pas, ma fille. Il se transforme comme une graine qui devient un arbre. Cet enfant a des racines, même si tu veux les couper. » Cette nuit-là, incapable de dormir, Valentine s'assit sur le petit perron de la maison. Les étoiles au-dessus du lac de Spa scintillaient comme des promesses lointaines. Elle passait mentalement en revue les termes du contrat qu'Ernest lui avait laissé, calculant combien elle pourrait économiser avant la naissance du bébé. Avec cet argent, peut-être qu'elle pourrait partir vivre à Liège ou même à Anvers, loin, très loin de tout endroit où le nom Zaretti aurait encore un écho. Alors qu'elle planifiait, son regard se perdit à l'horizon, là où les lumières de Spa se reflétaient sur l'eau. Malgré elle, elle pensa aux nuits à la source, quand Octave travaillait tard dans sa serre et que la lumière solitaire semblait l'appeler. Elle se rappela le goût de ses lèvres sous la pluie, la sécurité de ses bras quand il l'avait empêché de tomber, l'intensité de son regard lorsqu'il débattait sur la terre et ses fruits. « Menteur », murmura-t-elle à la nuit, tandis qu'une larme traîtresse glissait sur sa joue. « Je te hais de me manquer autant. » Le bébé bougea à ce moment-là, pour la première fois assez fort pour la surprendre. Valentine inspira brusquement, posant les deux mains sur son ventre. « Toi aussi, tu t'en souviens ?» chuchota-t-elle. « Ou bien tu as juste faim ?» Le mouvement continua, comme une conversation secrète entre mère et enfant. Valentine ferma les yeux, s'autorisant à ressentir pleinement la vie qui grandissait en elle. Une vie moitié sienne, moitié issue de lui. Elle ne pouvait pas le nier, même en le voulant. Le lendemain matin, elle signa le contrat avec Ernest Vandenberg. C'était un bon accord, avantageux pour elle et pour l'avenir de son enfant. Tout y figurait. Pourcentage, échéance, obligations réciproques. Tout sauf une clause indiquant quoi faire lorsque le cœur refuse d'oublier, lorsque les racines, même arrachées, cherchent encore la terre qui les a vues naître. En apposant sa signature sur le papier, Valentine prit une décision.
Elle vivrait pour son enfant et par lui. Le souvenir d'Octave Zaretti serait enfoui si profondément qu'elle-même ne pourrait plus le retrouver. Du moins, c'est ce qu'elle se promit, tandis que ses yeux, traîtres, se détournaient une fois de plus vers l'horizon, en direction de Bruxelles. Le bureau d'Octave Zaretti était un véritable chaos. Papiers éparpillés, café renversé, et lui-même, cravate desserrée, barbe de 3 jours. Dans les couloirs du groupe Zaretti, les cadres murmuraient à propos de son comportement erratique. Depuis son retour de Wallonie, l'implacable homme d'affaires n'était plus qu'une ombre irritable et distraite. « Qu'est-ce qui te prend, bon sang ?» Priscille entra sans frapper, visiblement exaspérée. « Tu viens d'annuler la fusion avec Nortec. C'était le deal de l'année. » Octave ne la regarda même pas. Sur son bureau, les jeunes plans d'avocats avaient grandi. Ils ne tenaient plus dans leur boîte en verre, et il les avait replantés dans de grands pots alignés dans un coin ensoleillé. « Tu m'écoutes au moins ? Le conseil est furieux. Qu'ils aillent au diable, répondit-il, la voix lasse. Toi comprise. Le téléphone sonna, le sauvant de la réplique venimeuse de Priscille. Un numéro inconnu avec l'indicatif wallon. Octave décrocha immédiatement, faisant un geste brusque pour chasser Priscille. « Allô ? Monsieur Zaretti ?» La voix d'un homme âgé semblait incertaine. « Je suis Xavier Mertens, j'ai travaillé à la source. Je ne sais pas si vous vous souvenez. » Octave se redressa. « Je me souviens de vous, monsieur Mertens. Il s'est passé quelque chose ? Valentine va bien ?» Un silence malaisé s'installa, puis l'homme répondit « Elle va bien, autant que possible. Mais je me suis dit que vous deviez savoir, elle vit maintenant près de Spa. Elle vend des produits à base d'avocats au marché. Et, bien, elle a signé un contrat avec un exportateur. Et où est le problème ? Le contrat comprend une clause pour partir aux États-Unis et au Canada après la naissance du bébé. D'après ce que j'ai entendu, elle compte peut-être ne jamais revenir. » Le monde s'arrêta autour d'Octave. L'idée que Valentine et son enfant disparaissent à jamais, franchissant une frontière qu'ils ne pourraient traverser sans leur accord, lui était insupportable. Quand ? Sa voix était à peine audible. L'enfant doit naître dans 2 mois, d'après ce qu'on dit. Après ça, Octave ne l'écouta pas jusqu'au bout. Il raccrocha, se leva d'un bond, attrapa sa veste. En sortant, il passa devant Priscille sans un regard. « Tu vas où ?» hurla-t-elle. « Chercher ce qui compte vraiment », lança-t-il sans se retourner. Le voyage vers Spa fut un tourbillon de pensées et d'émotions. Octave conduisit sans s'arrêter, comme si chaque minute comptait. En arrivant dans le petit village au bord du lac, il n'eut pas besoin de demander où la trouver. Il suivit la foule jusqu'au marché traditionnel, où les couleurs, les odeurs et les sons l'assaillirent. Et alors il la vit. Dans un petit stand décoré de fleurs, Valentine servait ses clients. C'était sa nouvelle identité désormais, même si elle ne l'avait jamais prononcée à voix haute. Son ventre arrondi révélait une grossesse bien avancée, mais son visage rayonnait d'une beauté qui lui coupa le souffle. Elle portait une blouse brodée traditionnelle qui mettait en valeur sa silhouette maternelle et souriait tendrement à une fillette qui pointait du doigt des pots de confiture colorés. Octave resta pétrifié. Toute la détermination qui l'avait poussé à faire ce voyage s'était évaporée à la vue de la femme qui l'avait abandonné. Quel droit avait-il de revenir dans sa vie ? Que pouvait-il bien dire pour réparer ce qu'il avait détruit ? Alors qu'il hésitait, Valentine leva les yeux et le vit. La reconnaissance traversa son visage comme une ombre, suivie d'une pâleur soudaine. Instinctivement, elle posa une main protectrice sur son ventre. Le monde alentour disparut. Il ne restait plus qu'eux deux, reliés par un regard qui défiait le temps et la douleur. Octave avança lentement, conscient que chaque pas le rapprochait d'un jugement dont il pourrait ne pas sortir pardonné. Autour d'eux, clients et commerçants commencèrent à sentir la tension et formèrent malgré eux un cercle silencieux de témoins. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Valentine lorsqu'il arriva devant son étal. Sa voix cherchait à rester ferme, mais elle tremblait légèrement. Octave ouvrit la bouche, mais les mots qu'il avait répétés tout le long du trajet s'évanouirent. À la place, il regarda les mains de Valentine, rugueuses, fortes, tachées de la terre sombre qu'elle aimait tant. Dans un geste impulsif, il prit une poignée de terre d'un des pots qui ornèrent le stand. Sans se soucier de son costume coûteux ni des regards étonnés des passants, il s'agenouilla devant elle et laissa la terre s'échapper entre ses doigts. « Je suis venu te rendre ce qui t'appartient, » dit-il, la voix brisée. « Ta vérité, la mienne. » Les murmures autour d'eux montaient, mais Octave n'en avait cure. Il n'y avait plus que Valentine, et ses yeux qui oscillaient entre la surprise et la méfiance. « Je t'ai menti, » poursuivit-il. « Tout ce que j'ai dit ce jour-là était faux,
Ce n'était pas une erreur entre nous, la seule erreur, c'était ma lâcheté. Valentine se raidit, ses mains agrippant le bord de la table. Pourquoi je devrais te croire maintenant? Parce que cette fois, je viens avec la vérité nue. Il inspira profondément. Priscille Velard, mon ex, a découvert notre contrat et m'a menacé de tout révéler si je ne lui cédais pas une part de l'entreprise. Je t'ai dit des horreurs pour t'éloigner, pour te protéger du scandale. Un frisson parcourut la foule, qui ne cessait de croître. La confession publique d'un homme visiblement riche face à une vendeuse du marché était une scène que nul n'aurait pu prévoir. Je t'ai protégé de la pire manière possible, continua-t-il, en détruisant la seule chose belle que j'avais trouvée dans ma vie. Toi, notre enfant, la possibilité d'être autre chose qu'un nom et un compte en banque. Valentine restait impassible, son visage une énigme. Octave sortit alors de sa poche un petit objet enveloppé dans un mouchoir. « J'ai gardé ça », dit-il en dévoilant une petite graine d'avocat germée. « Je l'ai plantée le jour où je t'ai rencontré. Elle a poussé comme ce que je ressens pour toi. » Il tendit la main, offrant la petite plante comme une offrande humble de celui qui avait tout, sauf l'essentiel. « Je ne te demande pas de me pardonner. » Sa voix se brisa complètement. « Je veux juste que tu saches la vérité. Je t'aime, Valentine Raymond. J'aime l'enfant que tu portes. Et si tu me laisses une chance, je passerai le reste de ma vie à te le prouver, même s'il faut que je m'agenouille dans chaque marché de Belgique. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Tous les regards passaient d'Octave, encore agenouillé les mains pleines de terre, à Valentine, droite derrière son étal, digne comme une reine. Le monde retenait son souffle, attendant le verdict d'une femme qui avait appris à la dure la valeur de la vérité. Le marché de Spa s'était figé. Commerçants, clients, touristes, tous observèrent la scène, suspendue à ce moment inattendu. Un homme en costume à genoux dans la boue, déclarant son amour à une femme enceinte qui le fixait avec des yeux impénétrables. Valentine avait l'impression que le temps s'était arrêté. Le bébé bougea en elle, comme s'il voulait aussi participer à cette décision qui allait bouleverser leur vie. Autour d'elle, le cercle de spectateurs se refermait, mais elle ne voyait que lui. Octave, les mains salies par la terre, le regard vulnérable, si différent du froid homme d'affaires qu'elle avait connu, si semblable à celui qui l'avait embrassé sous la pluie. « Lève-toi », dit-elle enfin, dans un souffle à peine audible. Octave obéit, incertain. Ses yeux restaient fixés dans les siens, à la recherche d'un espoir. « Tu m'as brisé le cœur », reprit-elle. Il n'y avait pas de reproche dans sa voix, juste une vérité nue. « Tu m'as fait croire que tout ce que nous avons vécu n'était qu'un mensonge. Je sais, et je vivrai avec cette erreur toute ma vie. » Un murmure parcourut la foule. Madame Louise, la vendeuse de galettes du stand voisin, secoua la tête avec désapprobation. « Les hommes » grommela-t-elle assez fort pour que tout le monde entende. « Ils croient toujours qu'un joli discours peut tout arranger. » Valentine esquissa presque un sourire. Puis, dans un geste qui surprit tout le monde, elle tendit la main et toucha le visage d'Octave. Ses doigts, rugueux de travail, caressèrent sa joue où la barbe mal rasée révélait l'homme derrière le masque du milliardaire. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » dit-elle honnêtement. « Je ne sais pas si j'en ai envie. » La douleur traversa le visage d'Octave, mais il acquiesça. Il acceptait. « Mais je crois, » poursuivit-elle, « que pour la première fois, je vois le vrai homme. Pas le masque. Et cet homme pourrait être le père que notre enfant mérite. » Une larme solitaire roula des yeux d'Octave. Il ne la retint pas, la laissant glisser sur sa joue, sous les doigts de Valentine. « Donne-moi une chance, » murmura-t-il. « Juste une. » Valentine retira lentement sa main. Son ventre arrondi révélait une grossesse bien avancée, mais son visage rayonnait d'une beauté qui lui coupa le souffle. Son visage s'était adouci, mais la prudence persistait dans son regard. « Dimanche, je retourne au marché, » dit-elle enfin. « J'ai besoin d'aide pour porter les caisses et servir les clients. Mon dos ne suit plus avec ce gros ventre. » La foule retint son souffle. Était-ce un oui? Un peut-être? « Je serai là avant l'aube, » répondit Octave, l'espoir illuminant ses traits. « Je n'ai pas dit que je te pardonnais, » précisa Valentine. « Je te donne juste l'occasion de prouver que tu as changé. » Un vieil Ardennais qui avait écouté toute la scène s'avança, son visage ridé empreint d'une sagesse ancienne. « Le pardon, c'est comme un avocat, » dit-il d'une voix rauque. « Il lui faut du temps pour mûrir. Le presser trop vite, et il devient amer. » Plusieurs têtes acquiescèrent à la métaphore. Valentine le regarda, et un mince sourire naquit sur ses lèvres. « Merci, monsieur Marcel. » Puis, se tournant de nouveau vers Octave, « Je ne promets rien. Ce n'est pas un recommencement automatique. C'est une possibilité. » La tension dans l'air se dissipa peu à peu.
Quelqu'un dans la foule se mit à applaudir et bientôt tout le marché suivit dans un tonnerre d'applaudissements mêlant célébration et approbation. Les femmes âgées s'essuyaient discrètement les yeux, les hommes hochaient la tête avec gravité et les enfants, sans tout comprendre, battèrent des mains avec enthousiasme, emportés par l'émotion ambiante. Madame Louise s'approcha de Valentine et lui tapota l'épaule. « Bien joué, ma fille », dit-elle avec approbation. « Ni trop facile, ni trop dur. Qu'il transpire un peu, le monsieur. » Valentine sourit, sentant qu'un poids quittait son cœur. Elle n'avait pas pardonné complètement, mais elle avait entrouvert une porte qu'elle croyait scellée à jamais. Les gens commencèrent à se disperser, retournant à leurs activités. Certains s'arrêtèrent acheter ces produits, peut-être émus par cette histoire d'amour à peine réanimée. Octave restait debout, ne sachant plus vraiment quoi faire. « Où loges-tu » demanda Valentine, le surprenant. « Eh bien, nulle part pour l'instant. Je suis venu directement. » Elle hocha la tête, le scrutant. « Il y a une pension près de la place. Madame Carmen ne facture pas cher et ne pose pas de questions. » Elle marqua une pause. « Dimanche, à 5 heures du matin. Ne sois pas en retard. » Pour Octave, ces instructions simples valaient bien plus qu'une déclaration d'amour. C'était Valentine qui lui offrait une voix, étroite et difficile, mais une voix quand même. « Merci », dit-il sincèrement. Puis, après un bref silence, il osa « Je peux poser une question sur le bébé ?» Valentine le regarda, sa main se posant instinctivement sur son ventre. « Que veux-tu savoir ? Il va bien ?» La question, si simple et pourtant si chargée de sincère inquiétude, fit fondre quelque chose en elle. Pour la première fois depuis son arrivée au marché, Valentine lui sourit avec chaleur. « Il est fort et en bonne santé. Il donne des coups comme un joueur pro, surtout la nuit. » Octave sourit à son tour, imaginant ce petit être faire des pirouettes dans le ventre de Valentine. « Comme sa mère, dit-il, forte et têtue. » Quand ils se quittèrent enfin, il restait dans l'air une promesse silencieuse, pas celle d'un amour éternel ou d'un bonheur garanti. Quelque chose de plus modeste, mais aussi plus précieux, la promesse d'essayer honnêtement. Tandis qu'Octave marchait vers la pension indiquée, les applaudissements du marché résonnaient encore à ses oreilles. Il comprit que ce n'était pas une victoire qu'il saluait, mais la possibilité de rédemption, ce miracle ordinaire qui permet aux êtres humains de réécrire leur histoire, même lorsqu'elle semble déjà terminée. Le temps à Spa s'écoulait différemment, plus en accord avec le rythme de la nature qu'avec celui des horloges. Pour Valentine et Octave, les jours devinrent des semaines, puis des mois, à mesure qu'ils reconstruisaient ce qui avait été brisé. Chaque matin, Octave arrivait à l'heure à la petite maison que Valentine partageait avec sa mère. Il apprit à porter des caisses sans se plaindre, à reconnaître un avocat mûr d'un encore trop vert, à négocier avec les fournisseurs et à sourire aux clients exigeants. Ses mains, autrefois habituées au stylo et au contrat, connaissaient désormais la texture de la terre humide et le poids des outils. « Tu le fais mal », lui disait Valentine quand il taillait un jeune plan, sans dureté, mais sans indulgence non plus. « Montre-moi », répondait-il avec humilité, un mot qui ne faisait pas partie de son vocabulaire avant de la connaître. Madame Constance observait ce ballet d'approche avec un regard critique, mais chargé d'espoir. « Cet homme change », déclara-t-elle un après-midi, alors qu'Octave, au loin, transportait des sacs sous un soleil implacable. Il ne marche plus comme si le monde lui devait quelque chose. Un soir de décembre, alors qu'il décorait le petit stand pour les fêtes de Noël, Valentine ressentit une première contraction. C'était comme un éclair de douleur qui lui traversa le corps, la faisant se plier sur la table. « Il arrive », murmura-t-elle. L'accouchement fut long et difficile. Pendant 18 heures, Octave resta dans la salle d'attente du petit hôpital régional, alternant prières oubliées depuis l'enfance et promesses silencieuses à l'univers. Quand on l'autorisa enfin à entrer, il trouva Valentine épuisée mais rayonnante, tenant un petit paquet emmailloté dans des couvertures bleues. « Mathieu » dit-elle doucement. « Il s'appellera Mathieu. » Les mains tremblantes, Octave prit son fils. Il était si petit, si parfait, le visage plissé, les cheveux sombres collés à son front. Quelque chose en lui, quelque chose qui avait toujours été en sommeil, se réveilla alors avec une force foudroyante. « Bonjour, Mathieu » murmura-t-il tandis que les larmes coulaient librement sur ses joues. « Papa est là. » Le regard qu'il échangea avec Valentine à ce moment-là scella quelque chose entre eux. Ce n'était pas encore un pardon total, ni un amour sans condition. Son visage s'était adouci, mais la prudence persistait dans son regard. C'était un pacte, plus fort que n'importe quel contrat. Ils seraient ensemble pour ce petit être, ils trouveraient un chemin.
Les mois suivants furent un tourbillon de couches, de nuits sans sommeil et de découvertes quotidiennes. Octave loua une petite maison non loin de celle de Valentine, leur rendant visite chaque jour, apprenant à être père avec la même détermination qu'il avait autrefois mise à devenir un homme d'affaires. À distance, il gérait le groupe Zaretti via visioconférence et email. Priscille avait été évincée du conseil d'administration après la révélation de ses manœuvres frauduleuses. L'Empire continuait de tourner, mais occupait de moins en moins d'espace dans l'esprit et le cœur d'Octave. Un après-midi de printemps, alors que Mathieu fêtait son premier anniversaire, Valentine surprit Octave en train de planter un jeune avocassier dans le jardin. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, intriguée. « Je plante des racines », répondit-il simplement. Ils se regardèrent longuement, comme ce soir sous la pluie, la toute première fois. Mais il n'y avait plus d'orage à présent, seulement la lumière dorée du crépuscule ardennais. « Je suis fatiguée de vivre séparée, » dit-elle enfin. « Mathieu a besoin de son père tous les jours, pas juste de passage. » Le cœur d'Octave accéléra. « Tu veux dire qu'il est temps que tu viennes vivre avec nous, si tu veux toujours. » Ce soir-là, sous les étoiles de Spa, ils firent l'amour pour la première fois depuis leur retrouvaille. Ce n'était plus comme avant. C'était mieux, sans urgence, sans secret, avec la complicité de ceux qui avaient traversé la tempête ensemble et avaient survécu pour la raconter. La vie trouva son rythme. Ils développèrent ensemble l'entreprise de produits biologiques, combinant le savoir ancestral de Valentine avec les contacts et la vision entrepreneuriale d'Octave. Contrairement à la source, ce projet était réellement partagé. Chaque décision était prise à deux. Ils se disputaient, bien sûr. Elle, passionnée et directe. Lui, stratégique. Parfois trop calculateur. Mais leur dispute finissait désormais en compromis, jamais en blessure. Et souvent, en éclats de rire ou sous les draps. Mathieu grandissait fort et curieux, avec la ténacité de sa mère et l'intelligence analytique de son père. À 3 ans, il aidait déjà à trier les avocats, inventant des histoires pour chacun d'eux. Un dimanche matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner dans le potager qu'ils avaient créé ensemble, Octave se leva soudainement. « J'ai oublié quelque chose, » dit-il. « Attendez-moi. » Il revint quelques minutes plus tard avec une petite boîte en bois sculptée. Mathieu le regardait avec curiosité, mais Valentine reconnut immédiatement l'objet. Une boîte traditionnelle ardennaise, faite pour garder des trésors. « J'allais s'acheter il y a 1 an, » expliqua Octave en s'agenouillant devant elle. « J'attendais le bon moment. » Il ouvrit la boîte, révélant non pas une bague en diamant, comme on aurait pu s'y attendre de la part de l'héritier Zaretti, mais quelque chose de bien plus précieux. Une petite graine d'avocat germée avec une pousse verte émergeant doucement. « C'est le tout premier avocat que nous avons planté ensemble ici, à Spa, » dit-il avec émotion. « Il a grandi, comme nous. » Valentine retint son souffle, ses yeux brillants de larmes contenues. « Il n'y a pas de contrat, » poursuivit-il. « Pas d'avocat, pas de clause. Juste nous, Mathieu. Et cette terre qui nous a tant appris. » Il marqua une pause. « Valentine Raymond, veux-tu m'épouser? Pas par devoir ni par commodité, juste parce que je t'aime plus que tout au monde. » Mathieu, qui ne comprenait pas tout mais percevait l'émotion, applaudit à tout rompre. « Si oui, maman. » Valentine regarda son fils, puis Octave, et enfin cette petite graine qui représentait leur histoire. Une histoire née d'un contrat glacial, devenu quelque chose de vivant, d'organique, d'imparfait et de magnifique. Elle sourit, ce sourire que seul Octave savait mesurer à sa juste valeur. « Oui, » dit-elle simplement. « Oui, je le veux. » Le baiser qui suivit avait le goût des promesses tenues, de la terre fertile après la pluie, de fruits mûris lentement au soleil. Parce que certaines graines, même semées pour de mauvaises raisons, peuvent fleurir en quelque chose d'extraordinaire, si on leur laisse le temps, le soin et surtout un amour véritable. Le domaine Nouveau Départ brillait sous le soleil du printemps ardennais. Ces 20 hectares, situés à la périphérie de Spa, étaient devenus une référence en agriculture biologique en Belgique. Des rangées parfaitement alignées d'avocats as s'étendaient sur les collines, tandis que des serres à la pointe de la technologie abritaient des plans expérimentaux, mêlant traditions anciennes et innovations modernes. Dans la maison principale, une bâtisse mêlant architecture ardennaise traditionnelle et design contemporain, Valentine Raymond Zaretti consultait les commandes internationales sur sa tablette en buvant son café. À 35 ans, elle conservait la même énergie et la même détermination qu'à ses débuts, bien que ses mains témoignent désormais du travail de la terre et que quelques cheveux argentés strient sa longue chevelure noire. « Maman »
« Papa dit qu'il a besoin d'aide avec le tracteur !» cria Mathieu en entrant en courant dans la cuisine. C'était le portrait vivant de ses parents. Les yeux expressifs de Valentine, le sourire rusé d'Octave et cette curiosité insatiable qui lui était propre. « Ton père a 3 doctorats honoris causa et ne sait toujours pas réparer un simple tracteur. » marmonna Valentine avec un sourire amusé. « Dis-lui que j'arrive dans 5 minutes. Et toi, jeune homme, ta leçon est terminée ?» Mathieu hocha vigoureusement la tête. « Oui, j'ai fini mon projet sur la pollinisation durable. La maîtresse a dit qu'on pourrait le mettre en place dans le jardin de l'école. » Valentine serra son fils dans ses bras, fière. L'enfant avait hérité du meilleur des deux, la passion pour la terre et la vision pour l'améliorer. C'était un pacte, plus fort que n'importe quel contrat. Ils seraient ensemble pour ce petit être. Ils trouveraient un chemin. Dans les champs, Octave Zaretti se battait avec le moteur du tracteur, les avant-bras couverts de graisse. Malgré sa fortune, qui continuait à croître grâce à des investissements judicieux, il préférait retrousser ses manches et résoudre les problèmes de ses propres mains. Les années passées à Spa l'avaient transformé physiquement. Plus mince, mais plus robuste. La peau bronzée par le soleil et des rides d'expression qui parlaient de rires fréquents, bien loin du froncement permanent de sourcils de ses jours d'exécutif. « Tu as besoin d'un sauvetage ?» demanda Valentine en s'approchant, savourant en secret la vision de son mari dans cette posture si éloignée du milliardaire impeccable qu'elle avait rencontré presque 10 ans plus tôt. « Le carburateur est bouché, » répondit-il en s'essuyant les mains avec un chiffon. « Et avant que tu ne le dises, oui, j'aurais dû t'écouter quand tu as suggéré de vérifier les filtres la semaine dernière. » Valentine sourit, s'agenouillant à ses côtés pour examiner le moteur. « La grande Valentine Raymond a toujours raison, pas vrai ? La grande Valentine Raymond Zaretti, » corrigea-t-il en lui volant un baiser qui avait le goût du café, de la sueur et du bonheur. Ils travaillèrent ensemble en silence, parfaitement synchronisés, se passant les outils sans même se parler. C'était une chorégraphie qu'ils avaient perfectionnée au fil des ans, un équilibre où chacun compensait les faiblesses de l'autre. Valentine apportait la connaissance profonde de la Terre. Octave, la vision globale et les connexions commerciales. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de bien plus grand que la somme de leurs parts. « À quelle heure arrivent tes parents ?» demanda Octave en refermant le capot du tracteur réparé. « À midi. Maman apporte des galettes, évidemment. » Madame Constance, désormais à la retraite mais toujours infatigable, avait quitté la maison principale pour s'installer dans une maisonnette voisine où elle profitait de son indépendance tout en restant un pilier de la famille. Sa relation avec Octave, autrefois tendue, s'était transformée en une complicité nourrie par l'amour partagé pour Valentine et Mathieu. « Et les enfants ?» poursuivit Octave en mettant le moteur en marche pour tester. « Lucie dort encore, et Émile est avec monsieur Xavier en train d'apprendre à greffer les avocassiers. » Les jumeaux de 4 ans, Lucie et Émile, étaient arrivés dans leur vie alors qu'ils n'y croyaient plus. Valentine avait fait 2 fausses couches après la naissance de Mathieu, et tous deux avaient fini par accepter que leur famille ne s'agrandirait pas. La nouvelle d'une grossesse gémellaire avait été reçue comme un miracle. Octave célébra l'événement en quittant définitivement la présidence du groupe Zaretti pour se consacrer entièrement à sa famille et au domaine Nouveau Départ. Le conglomérat était désormais dirigé par un conseil, auquel Octave participait à distance, consacrant le reste de son temps à la fondation qu'ils avaient créée ensemble, Graines d'Espoir, qui soutenait les petits agriculteurs avec des microcrédits et des formations aux techniques durables. « Papa, maman !» La voix de Mathieu les interrompit. « Tonton Ernest est là avec les nouveaux plans. » Ernest Vandenberg, l'exportateur qui, des années auparavant, avait proposé à Valentine son premier contrat important, était devenu un partenaire et un ami proche. Son camion avançait lentement sur le chemin principal, chargé de jeunes plants d'une nouvelle variété d'avocats développés ensemble, plus résistante à la sécheresse et plus productive, sans rien perdre en saveur. Après avoir aidé au déchargement, la famille se réunit pour le déjeuner sous la pergola couverte de bougainvilliers. La grande table en bois, sculptée par des artisans locaux, était entourée non seulement par eux, mais aussi par les ouvriers du domaine. Une règle instaurée dès le départ. Tout le monde mangeait ensemble, du propriétaire au dernier saisonnier embauché. « Aujourd'hui, nous avons reçu la certification internationale », annonça Valentine en servant les plats. « Nous sommes officiellement la première exploitation en Belgique avec une empreinte carbone négative. » Des applaudissements et des acclamations traversèrent la tablée. C'était un objectif pour lequel ils avaient travaillé dur pendant 3 ans, en installant des systèmes de récupération d'eau, des panneaux solaires et des techniques de compostage transformant les déchets en ressources.
Et ce n'est pas tout, ajouta Octave en prenant la main de son épouse. L'université a accepté notre proposition pour le centre de recherche. Ils commenceront la construction le mois prochain. Nouveaux applaudissements. Le centre d'innovation agricole durable serait construit sur des terres qu'ils avaient données, employant des chercheurs locaux et promouvant des solutions concrètes aux défis auxquels faisaient face les petits producteurs à l'ère du changement climatique. Pendant que le repas se poursuivait dans les rires et les conversations, Valentine observait sa famille, avec un mélange de gratitude et d'émerveillement. La vie avait suivi des chemins imprévisibles depuis ce jour où un riche inconnu était arrivé à la source avec un contrat à la main. Qui aurait imaginé qu'un accord froid et calculé mènerait à cette vie abondante remplie de sens et d'amour? L'après-midi, pendant que les enfants jouaient sous la surveillance de Madame Constance, Valentine et Octave marchèrent jusqu'à la colline qui surplombait leur domaine. C'était leur rituel secret, un moment pour se reconnecter à l'essentiel. « Tu te souviens du premier arbre qu'on a planté ici ?» demanda-t-elle en désignant un majestueux avocassier qui offrait désormais son ombre à une grande partie du terrain. « Comment l'oublier? Tu m'as grondé parce que j'avais creusé un trou trop petit. Et toi, tu voulais installer un système d'irrigation goutte à goutte informatisé pour un seul arbre. » Ils rirent ensemble, se rappelant combien ils s'étaient affrontés au début sur chaque détail. Avec le temps, ils avaient appris à marier leurs univers, l'instinct profond de Valentine pour la terre et la pensée innovante d'Octave. Ils s'assirent sous l'arbre, contemplant le coucher de soleil qui baignait les champs d'une lumière dorée. Dans les champs, Octave Zaretti se battait avec le moteur du tracteur, les avant-bras couverts de graisse. Au loin, ils pouvaient voir le lac de Spa, où les pêcheurs traditionnels revenaient avec la prise du jour. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si tu n'étais pas venu me chercher ce jour-là au marché, dit Valentine, appuyant sa tête sur l'épaule de son mari. Je serais probablement dans quelque gratte-ciel à signer des papiers absurdes en détestant chaque minute, répondit-il en entrelaçant ses doigts avec les siens. Ou pire encore, je serais devenu comme mon grand-père, riche, puissant et terriblement seul. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur les champs d'avocassiers. Au loin, les rires des enfants s'élevaient comme une mélodie. « Tu sais quel jour on est ?» demanda soudainement Octave. Valentine fronça les sourcils, essayant de se rappeler. « Jeudi ? C'est l'anniversaire du contrat, » répondit-il avec un sourire mélancolique. Il y a exactement 9 ans, on signait ce papier censé réduire quelque chose d'aussi sacré qu'un enfant à une simple transaction commerciale. Valentine fut surprise. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas pensé à ses premiers jours, à la froideur de leur rencontre, à la haine initiale qu'elle éprouvait pour cet homme d'affaires arrogant. « Je ne te l'ai jamais dit, » poursuivit Octave, « mais j'ai gardé ce contrat, ou ce qu'il en reste après que tu l'aies mis en pièces. Pourquoi garder ça? Pour me rappeler à quel point j'ai failli tout perdre, par ignorance de ce qui compte vraiment. » Octave sortit de sa poche un petit fragment de papier jauni. « C'est la seule clause qui a survécu, la plus importante. » Valentine prit le papier avec curiosité. Ce n'était qu'un morceau déchiré sur lequel on pouvait lire les dernières lignes du contrat qu'ils avaient un jour signé. Elle conservera sa dignité et continuera à travailler la terre. « Car c'est la seule chose qu'on a bien fait dès le début, » dit Octave ému. « Tu as gardé ta dignité, même quand moi j'avais perdu la mienne. Et tu as continué à cultiver la terre, m'apprenant en chemin que certaines richesses valent bien plus qu'un compte bancaire. » Valentine sentit ses yeux s'humidifier. Après tant d'années à ses côtés, cet homme trouvait encore le moyen de la surprendre, de lui révéler des facettes de leur histoire qu'elle n'avait jamais envisagées. « Tu sais, dit-elle après un moment, quand j'ai accepté ce contrat, je croyais vendre mon âme pour sauver la source. Jamais je n'aurais imaginé que j'achetais en réalité ma liberté. Ta liberté? Oui, la liberté de créer quelque chose de nouveau, de bâtir un héritage qui va au-delà de ce que j'avais hérité de mon père. Nouveau départ n'est pas la source restaurée, c'est quelque chose de totalement différent. C'est notre création. » Le dernier rayon du soleil disparut derrière les collines, laissant place à un ciel qui se remplissait d'étoiles. Dans la maison principale, les lumières s'allumaient et la silhouette de Mathieu courait avec ses petits frères et sœurs. « Parfois je me demande si ton père aurait approuvé tout ça, » murmura Octave. Valentine sourit. « Au début, tu ne lui aurais pas plu, c'est certain, mais je crois qu'il aurait fini par te respecter. »« Juste me respecter ?» demanda Octave avec une indignation feinte. « Peut-être même t'inviter à partager un verre de genièvre après la récolte, » répondit-elle en riant. Ils se levèrent pour retourner vers la maison
où la vie grouillait avec l'énergie de 3 enfants, d'une grand-mère pleine d'amour et de travailleurs devenus une vraie famille. En marchant, Valentine observa Octave s'arrêter parfois pour examiner une plante, ajuster un arroseur ou simplement toucher la terre avec cette forme de respect que seuls les vrais agriculteurs développent. « Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes ?» demanda-t-elle soudainement. Octave réfléchit sérieusement à la question. « Je regrette de t'avoir blessé. Je regrette les mois qu'on a perdus à cause de ma lâcheté. » Il s'interrompit, regardant vers la maison où leurs enfants les attendaient. « Mais je ne peux pas regretter quoi que ce soit qui nous a menés jusqu'ici. » Ce soir-là, après avoir couché les enfants et partagé un verre de vin sur le perron, Valentine et Octave se retirèrent dans leur chambre. Comme chaque nuit depuis des années, il embrassa d'abord ses mains fortes qui connaissaient si bien la terre, avant de l'embrasser sur les lèvres. Et comme chaque nuit, elle remercia en silence l'étrange alchimie qui avait transformé un contrat froid en chaleur de foyer, un accord commercial en une histoire d'amour, 2 âmes blessées en une famille entière. Parce que certaines graines, même semées pour de mauvaises raisons, peuvent éclore d'une manière que personne n'aurait pu prévoir, si on leur donne le temps, le soin et surtout l'amour nécessaire pour s'enraciner profondément. Au loin, ils pouvaient voir le lac de Spa, où les pêcheurs traditionnels revenaient avec la prise du jour.